Bonjour à toutes et bonjour à tous. Encore une fois, on est désolé pour le souci technique, c'est des choses qui arrivent, hein. J'espère que vous allez tous bien en ce samedi matin et que vous êtes prêts à participer activement à la journée du cloud, donc la plus grande web conférence dédiée au cloud en Afrique de l'Ouest, hein. En tout cas, moi, je suis très content d'être avec vous ce jour pour parler de migration comme un vecteur de l'accélération de la transformation digitale des entreprises. Donc, je suis Mohamedou Yakoubou, je suis Global Solutions Architect chez AWS et dans un mois et demi, ça fera 4 ans que je travaille chez AWS et aujourd'hui, je m'occupe des clients dans le domaine automobile. Donc, je suis principalement dédié aux clients ce qu'on appelle les OEM qui construisent les véhicules. Donc aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale au sein des entreprises, pourquoi les entreprises le font de plus en plus. Ensuite, nous allons un peu dans le détail de la migration, donc comment ça se passe de end-to-end, donc du début jusqu'à la fin, comment les entreprises commencent, pensent, programment, planifient et déploient les applications et les environnements dans le cloud. Nous allons faire un partage d'expérience de ce qu'on a vu en faisant plusieurs migrations avec d'autres clients et enfin, on va prendre les questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la partie transformation digitale. Donc, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les entreprises cherchent en fait des moyens de rester pertinentes pour leurs clients sur une longue période de temps. Pas juste pour un mois, mais sur une longue période de temps. Donc, elles cherchent à délivrer de nouvelles expériences à leurs clients, de créer de nouveaux produits et services pour leurs clients qui vont leur apporter de la valeur sur le temps. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a de nouveaux consommateurs qui arrivent sur le marché, de nouveaux types de clients qui arrivent sur le marché et qui ont des approches différentes. Donc, les entreprises doivent prendre en compte à la fois ces nouveaux clients, se réinventer au quotidien, tout en faisant face à la concurrence qui arrive de plus en plus. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est que ces entreprises s'engagent donc de plus en plus dans la transformation digitale et pour apporter en fait de la pertinence à leurs clients. Et donc, chez AWS, en fait, nous nous efforçons de supporter nos clients dans leur transformation digitale et leur transformation IT. Donc, je parle de deux types de transformation et cela sur le long terme en utilisant le cloud AWS. Donc, nos clients cherchent des outils et des méthodes, des approches pour continuellement réinventer leur business. Et nous sommes heureux aujourd'hui chez AWS de leur apporter le support dont ils ont besoin durant tout ce voyage. Donc, d'un côté, on a la transformation IT qui consiste en fait, à fournir une plateforme cloud, les outils cloud et les process qui sont adaptés au cloud, les équipes avec les bons skills au business, donc tout apporter cette plateforme au business dont ils ont besoin pour créer en fait de nouvelles expériences et de nouveaux produits pour leurs clients. Et d'un autre côté, la transformation digitale d'un point de vue business permet de créer donc de nouveaux business cases, permet de créer de nouveaux besoins pour leurs clients, donc de telle sorte que les deux prient ensemble. Donc d'un côté l'IT qui apporte des capabilities au business et de l'autre côté les business qui créent de nouveaux produits business et de nouveaux produits pour leurs clients pour permettre en fait à l'IT de s'adapter encore plus à ce type de landscape. Donc c'est pour ça qu'on voit en fait la transformation digitale comme une dualité, donc IT et digital. Et on voit aussi cette transformation sur d'autres prismes, en fait. Donc, on a la transformation au niveau du people, du process et de la technologie. Donc, les people, c'est leur donner, en fait, tous les skills nécessaires pour se transformer eux-mêmes. D'un point de vue process, il s'agit d'adapter, en fait, les process de fonctionnement des applications en production ou de déploiement des applications qui sont, pour le coup, adaptées pour le cloud. Et évidemment, la technologie qui concerne la technologie cloud, pour le coup. Et donc le dernier élément que je veux partager ici, c'est que on voit aussi la transformation digitale sous le prisme de la cloud journey de nos clients. Donc la ligne en vert, typiquement, c'est pour les entreprises qu'on appelle cloud native. Donc ce sont des entreprises qui, dès le départ, ont commencé dans le cloud et pour elles, la réinvention est assez rapide. Hein, c'est straightforward. Mais pour d'autres entreprises qui ont de la dette technique, typiquement, ou qui existent depuis un certain nombre de temps, ce qu'on remarque, c'est que la courbe s'accélère à partir de la migration. Donc, ce qui fait de la migration, en fait, un élément clé dans la transformation IT de nos entreprises. Et donc, essayons d'aller plus en détail maintenant de la migration. Qu'est-ce qu'on entend par migration et comment ça se fait chez nos clients? Le premier élément qui est vraiment important d'un point de vue migration, c'est d'identifier les drivers business des entreprises. Donc,
on n'envisage pas de faire une migration out of the box. Donc, il faut réfléchir sur les drivers business et on en a identifié plusieurs en réalité. Donc, il y a des clients qui sont concernés par leur transformation digitale, d'autres qui ont besoin de réduire des coûts, d'autres qui ont besoin d'adresser plusieurs types de clients à l'échelle globale, donc ce qu'on appelle going global typiquement. Il y a d'autres entreprises qui cherchent à être plus agiles, plus résilientes, plus plus scalables et plus sécurisées en utilisant le cloud. Donc, identifier les business drivers est un élément hyper important. Et une fois que c'est fait, ce qu'on voit, pardon, c'est sur l'anatomie d'une migration, c'est qu'il y a toujours trois grandes étapes. La première étape, c'est la partie qu'on appelle assess, donc ça consiste à créer en fait un business case. Donc c'est dans cette partie-là qu'on fait un discovery rapide des applications, des serveurs. On essaie de compute assez rapidement un premier business case en s'appuyant sur ces données-là. Donc on peut aussi entamer les phases de skilling des people en faisant des immersion days sur les services de migration par exemple ou certains services AWS dont les clients ont besoin pour migrer dans le cloud. La seconde étape, c'est la partie qu'on appelle Mobilize. Donc là, on va un peu plus dans le détail en faisant un discours plus en profondeur des applications, en créant un business case beaucoup plus précis parce qu'on a beaucoup plus de données, en établissant un plan de migration long terme et bien évidemment en discutant ce qu'on appelle des operating models, c'est pour la partie day 2, c'est-à-dire une fois qu'on a migré les applications dans le cloud, comment est-ce qu'on gère le run au quotidien. Et cette partie-là aussi s'accompagne la création de la landing zone, les skill centers pour créer des personnes capables de faire la migration au sein de l'entreprise. Et la troisième étape, c'est la migration à l'échelle. Donc, on a ACC, on a préparé les fondations, on a fait du test and learn, on a skillé nos people, et maintenant on run des migrations à l'échelle. Donc, essayons d'aller un peu plus en détail sur chaque étape. La partie assist, comme je disais, permet de créer le business case. Donc, on s'appuie ici sur l'inventory, les assets que les clients ont dans leur data center. Donc, quand je dis assets, c'est par exemple les applications qu'elles ont, que les entreprises ont dans leur data center, les types de serveurs, les CPU, la RAM, l'utilisation de ces serveurs-là, les données de configuration des applications, les performances de ces applications-là. On les met ensemble dans des outils qu'on fournit, par exemple le Migration Evaluator, qui permet donc en sortie d'avoir un business case et d'évaluer la maturité de l'entreprise pour faire de la migration à grande échelle. Donc par exemple, on voit que sur la partie orange, c'est le minimum d'informations dont on a besoin aujourd'hui pour construire un business case. Donc on a besoin de la taille des serveurs, de la mémoire de ces serveurs-là pour commencer à créer le business case. Donc, lorsqu'on a plus de données, donc c'est la partie un peu, je pense, rose, euh, on rajoute en fait quelques informations supplémentaires. Par exemple, lorsqu'on parle des bases de données SQL, Microsoft SQL, par exemple, on peut savoir si c'est une base de données enterprise ou développeur. Donc, en fonction de cette information-là, on peut adapter le business case. Par exemple, pour certains serveurs aussi, on cherche à savoir est-ce que c'est des serveurs de production ou de dev et de test. En fonction de la réponse, la façon avec laquelle les cibles qu'on choisit dans le cloud seront différentes en réalité. Donc, lorsqu'on a ce type d'informations, on peut avoir des business cases un peu plus précis. Maintenant, la version optimale, c'est qu'on a aussi, lorsqu'on a aussi l'usage de ces serveurs. Donc, on peut avoir un serveur qui typiquement est à 40 vCPU et un certain nombre de mémoire, mais en fait est utilisé par exemple comme ici à 1,72 en pic, c'est-à-dire qu'on a oversize le serveur. Elle est trop grand, il est trop grand en fait pour le besoin qu'on en fait aujourd'hui. Donc ça permet de réduire en fait la target et la cible et donc optimiser les coûts dès le début. Et donc, pour avoir ce type de données, généralement, on travaille aussi avec nos clients. Donc, si vous êtes impliqué dans les projets de migration et que vous travaillez avec les équipes AWS, parlez de Modelize IT à vos counterparts AWS. Donc, c'est un outil qui permet d'automatiser le discovery des applications. Donc, ça permet de voir en fait les dépendances entre les applications, l'utilisation de ces applications au quotidien. Et donc, à la fin, on peut utiliser ces informations pour avoir un bon niveau de business case et un bon niveau d'assessment pour créer notre business driver pour aller dans le cloud. Donc la seconde phase qui est la phase de mobilize, donc là on va plus en détail. Donc on découvre les applications en profondeur, leurs architectures et on met les infrastructures sur lesquelles ces applications sont déployées et on met toutes ces données, ces discovery data ensemble pour créer en fait une stratégie de migration.
Donc, vous avez certainement entendu parler des 7 R, donc le refactor, le platform. Et donc, tout ces migration path, les chemins de migration, on les obtient dans la phase de mobilize et lorsqu'on a fait en fait un discovery en profondeur des applications. Maintenant, regardons à quoi correspondent ces 7 R, qui sont c'est vraiment une étape assez importante en fait pour nos clients. Donc, la phase d'access. Et maintenant, le premier R qu'on voit, c'est ce qu'on appelle le relocate. En fait, c'est assez simple. On porte l'infrastructure telle quelle qu'on l'a aujourd'hui dans nos data centers, donc ce que les clients ont dans leur data center, et on dépose ces infrastructures telles quelles dans le cloud. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est la façon la plus rapide de le faire, c'est d'utiliser en fait VMware on Cloud, VMware Cloud on AWS pour le coup. Donc ça permet en fait de réduire le risque de distraction parce que migrer en fait tout un data center dans AWS ou même dans n'importe quel autre cloud provider peut présenter des risques en fait pour le client. Donc une façon de réduire le risque et de minimiser la réarchitecture de nos applications, de minimiser en fait le temps de déploiement dans le cloud, c'est donc d'utiliser VMware Cloud en AWS. Et ça permet aussi de simplifier tous les sujets autour du licensing. Donc c'est ce qu'on voit sur la partie haute. Hein. Donc il y a des avantages à utiliser VMware Cloud en AWS sur la phase de relocate. Relocate, encore une fois, on porte l'infrastructure. Donc, au niveau infrastructure, les serveurs, le stockage, et on les met tels quels dans le cloud en utilisant VMware comme chemin. Mais sur le long terme, on verra que VMware, sur le long terme, est un peu plus coûteux et ne permet pas de réaliser d'autres types de drivers et de réalisation de bénéfices comme par exemple les business value ou l'innovation très rapide que nos clients cherchent à atteindre en faisant ce type de migration dans le cloud. Et c'est pour ça donc qu'il y a d'autres types de R justement. Donc le deuxième qui est le rehosting, ce qu'on appelle le lift and shift, qui permet pour le coup de porter les applications et les déposer dans le cloud. Pour le coup, maintenant, ce n'est plus l'infrastructure, mais les applications et les déposer dans le cloud. Donc, il y a plusieurs approches. Hein. Il y a une approche qui peut être manuelle, où on réinstalle ces applications en utilisant, par exemple, les pipelines CI/CD, et on les recrée, on les reconfigure et on les remet dans le cloud. Donc ça peut marcher lorsqu'on n'a pas un portfolio d'applications énorme, pour le coup, mais lorsqu'on parle de migration de 3000 applications, par exemple, ou de 25 000 serveurs, tout de suite, cette méthode atteint sa limite. Et c'est pour ça qu'on parle d'automatisation du lift and shift en utilisant d'autres services cloud, notamment chez AWS, ce qu'on appelle le AWS MGN. MGN, c'est une application, c'est un service AWS qui permet de repliquer en fait les serveurs que nos clients et les applications que nos clients ont on-prem directement dans le cloud. Et cette réplication se fait au niveau block storage et de façon continue. C'est-à-dire chaque modification que les entreprises apportent sur leurs applications ou leurs serveurs on-prem, ces modifications sont repliquées automatiquement dans le cloud, dans une phase qu'on appelle, dans un area qu'on appelle staging, en fait. Donc, ce n'est pas encore directement en production pour l'instant. Donc, on réplique, on stocke la donnée répliquée, et lorsque la réplication est terminée, on active le cutover en production, pour le coup. Et donc, c'est cette simplification que AWS MGN apporte à nos clients pour faire de l'automatisation et ne plus faire uniquement du manuel pour la phase de mass migration. Le troisième R, pour le coup, c'est ce qu'on appelle le replatforming. Donc, on fait du lift and reshift. Donc, sur le lift and shift, typiquement, on peut avoir les cas où les bases de données, par exemple, sont portées, sont créées sur des machines virtuelles, par exemple, que ce soit des bases de données legacy qui utilisent SQL Server ou Oracle, ou des bases open source sur MySQL ou Postgre, par exemple. Ces bases de données sont aussi répliquées directement dans des EC2, dans des machines virtuelles. Nous pensons qu'il y a une meilleure façon de faire ce genre de choses, et c'est pour ça qu'on parle de replatforming. Donc, on récupère en fait les applications qu'on peut replatformer en utilisant d'autres types de services dans le cloud, par exemple RDS pour la partie base de données, donc des plateformes managées qui permettent à nos clients de ne plus faire ce qu'on appelle le undifferentiated heavy lifting. Donc, vous n'avez plus besoin de manager des serveurs ou des bases de données on-prem ou même dans le cloud vous-même, mais vous utilisez les services cloud pour le faire. Et pour la partie base de données, c'est vraiment la target la plus intéressante en fait pour le replatforming. Donc on a un partenaire qui s'appelle Syntra, qui peut aider en fait les entreprises à évaluer leur portfolio de bases de données
qu'ils ont on-prem et déterminer pour chaque type de base de données quel est le potentiel path de migration. Donc, ça peut être du RDS, ça peut être de l'Aurora, par exemple. Donc, si vous êtes impliqué dans ce genre de choses, vous pouvez contacter votre partenaire AWS aussi pour faire ce type d'évaluation. Et ça se fait de façon gratuite aujourd'hui. L'autre élément, c'est ce qu'on appelle le report chasing. Donc ça s'applique, ça marche très bien pour les COTS applications, donc les commercial off-the-shelf applications que les clients utilisent et qui sont fournis par des partenaires et qui sont déployés on-premise. Et donc les clients, ce qu'elles font généralement, c'est qu'elles remplacent ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent ce type d'application par du SaaS. Donc c'est des applications qui sont déjà disponibles par exemple dans la marketplace AWS et peuvent les utiliser out of the box sans avoir à les déplacer dans le cloud. Et enfin, l'autre phase qu'on appelle le refactoring, c'est la phase qui prend le plus de temps. Ici, on prend le temps d'assesser les applications, de les redesigner, de reconstruire une architecture qui est adaptée pour le cloud, une architecture applicative, mais aussi une architecture au niveau de l'infrastructure. Donc, on peut redévelopper ce code-là et on utilise des SDLC, donc le software de development lifecycle pour améliorer et automatiser un peu le déploiement de ces applications dans le cloud. Donc, ça prend du temps. Le message ici, c'est que les clients ne font jamais uniquement du refactoring de façon totale sur l'ensemble de leurs applications. Ça prend énormément de temps. Donc, il faut trouver le bon niveau entre les R qu'on choisit pour à la fois réaliser des bénéfices en termes de temps, en termes de coûts et en termes de scalabilité en fonction des business drivers qui ont été identifiés pour le donc voilà un peu le panel des R qu'on voit avec nos clients. Je disais tout à l'heure que c'est hyper important parce que en fonction du chemin de migration qu'on choisit, la façon avec laquelle on opère les applications dans le cloud peut changer. Par exemple, si on fait du rehost et du relocate, bah, on peut opérer nos infrastructures et nos applications comme on a l'habitude de le faire dans le cloud, dans le on-prem par exemple. Surtout si on utilise du VMware Cloud en AWS par exemple. Donc là, les people qui ont déjà été trained pour faire ce type d'opération on-prem peut continuer à les faire directement dans le cloud. Par contre, lorsqu'on fait du replatforming ou du repurchase, ça change un tout petit peu. Donc, on est plus dans un mode qu'on appelle du distributed DevOps. Donc, on peut avoir une première équipe qu'on appelle CPI. Donc, c'est des équipes qui s'occupent de la cloud platform. Vous vous souvenez de la transformation IT que je mentionnais durant l'introduction. Donc, cette plateforme IT, pour le coup, elle devient automatisée et il y a beaucoup de DevOps. Et donc, ça permet d'opérer en fait les applications qui sont replatformées différemment dans le cloud. Et pour les applications qui sont en mode refactor, c'est encore beaucoup plus intéressant parce qu'on parle maintenant du decentralized DevOps, c'est-à-dire chaque équipe qui refactor son application serait en capacité de construire sa propre pipeline de déploiement, par exemple, c'est avoir ses propres skills et déployer tout seul directement en production, en s'appuyant bien évidemment sur la plateforme cloud que la transformation IT a. Bien évidemment, les clients ne sont pas seuls dans ce type de migration. Donc, on a énormément de programmes chez AWS pour permettre d'aider les clients et d'accélérer leur migration. Donc, on a des programmes, par exemple, qui s'appellent des MAP ou des programmes type DC Divestiture, c'est-à-dire on a des équipes qui peuvent assesser la valeur des data centers à un moment donné et qui seraient capables au travers de partenaires, de les acquérir et en faire usage d'une autre façon, ce qui permettrait aux entreprises et aux clients de ne plus avoir à payer cette partie-là. Donc, il y a une troisième partie qu'on appelle aussi le Learn to Earn ou les Skills Guild qui permettent en fait de développer les compétences des people qui peuvent faire ce type de migration. Alors, on va parler maintenant des keys, j'ai mis des key considerations, mais c'est des best practices et ce qu'on a appris en faisant plusieurs migrations avec nos clients que j'aimerais partager avec vous ici et que vous devez prendre en compte ou que les clients prennent en compte lorsqu'ils font ce type de migration. Donc, le premier élément, je l'avais dit et je le répète encore une fois, il faut identifier
la business value, donc le trigger qui provoque en fait la migration. Donc mon dernier client avec qui j'ai travaillé, donc les drivers sont plus liés à la réduction des coûts, à l'agilité, à la transformation digitale. Et donc ce choix-là a structuré en fait l'approche de migration qu'on a choisie. Donc il y a certaines applications où à cause du driver digital transformation, on a été obligé de les replatformer ou de les transformer directement dans le cloud pour respecter ce driver-là. Et il y a d'autres applications qui sont un peu plus difficiles à transformer. On a préféré faire du lift and shift pour satisfaire la partie cost reduction, par exemple. Et pour la partie agilité et productivité, il y a certaines applications qu'on appelle généralement les devs techniques, hein, qui sont migrées directement avec VMware Cloud on AWS. Et donc pour ces applications-là, bah, c'est le chemin du relocate parce que c'est beaucoup plus safe et beaucoup plus rapide pour les clients. Donc il faut bien identifier ces business drivers et construire en fait la conviction au niveau du leadership. Le leadership, c'est les decision makers, donc ceux qui prennent les décisions au niveau au sein des entreprises. Et donc être sûr que ce sont ces business drivers-là qu'on cherche à targeter et que toutes les équipes qui seront impliquées dans la migration sont au courant de ces drivers-là, parce que c'est très structurant par la suite. Donc le deuxième feedback que j'aimerais vous faire, c'est vous savez, on parle beaucoup de builders chez AWS, hein, énormément de builders, donc il faut train, il faut former ces personnes qui à un moment donné vont faire tant la migration que le développement de nouvelles, la modernisation par exemple, le développement de nouvelles applications dans le cloud et qui vont opérer ces applications-là en production dans le cloud. Donc c'est ce qu'on appelle les people transformation. Et ça revient à ce que je disais aussi au début, people process technology. Et donc pour ces personnes-là, on a des trainings, on a beaucoup de trainings, des plans de training qui peuvent être augmentés en fait par des workshops que les solutions architectes font le plus souvent avec les clients. Donc, on fait des workshops, des immersion days, et on aide même des clients à faire certains POC, en fait. Donc ça, je fais un lien avec ce que Mike Babacar disait en introduction, c'est il faut tester le plus rapidement possible. Donc, fail fast, fail cheap. Et en faisant ces POC-là, en utilisant les services sur le cloud, on permet à ces people-là de construire en fait ce qu'on appelle les mental muscles qui leur permettront d'approcher les migrations de façon sereine pour le coup. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la CCOE, donc le Cloud Center of Excellence. Ce Cloud Center of Excellence permet de définir en fait les target operation models. Donc comment est-ce qu'on va opérer nos infrastructures dans le cloud. Et ça revient aussi à la slide que j'ai présentée. En fonction des chemins de migration, il y a une façon d'opérer en fait dans le cloud. Et ultimately, ce qu'on target ici en faisant le train de builder, c'est la partie mindset et culture shift. C'est-à-dire on a souvent une façon de travailler qui parfois n'est pas absolument compatible avec le cloud. Avec le cloud, on est plus dans l'agilité, la vitesse, du test and learn, fail fast and fail cheap, et sur l'automatisation. Et donc, on pousse plutôt les entreprises à tester rapidement, à se faire une idée avant de commencer à scaler. Contrairement à ce qu'on voit généralement où les personnes préfèrent designer des plans long terme qui doivent prendre en compte toutes les possibilités. Et donc ça peut ralentir en fait la vitesse de migration. Donc, former les people, former les people et former les people. C'est absolument important. Je vous invite aussi à voir la notion de TFC chez AWS, donc le Technical Field Community, qui montre aussi notre mécanisme qui permet en fait de diffuser de la connaissance au sein d'AWS. Donc ces TFC-là, on le voit aussi chez certains clients qui commencent à adopter ce même mécanisme-là et mettre en place en fait ces communautés techniques avec des leaders qui vont enabler des gens sur des services spécifiques cloud AWS, par exemple les services de migration ou de modernisation, de serverless, ou whatever ces services dont ils ont besoin, qui vont leur apporter de la valeur en fait. C'est hyper important. L'autre élément important, c'est qu'il faut se fixer des objectifs agressifs. Donc, on utilise ce terme agressif à dessein. C'est pour permettre en fait de mobiliser
les bonnes personnes, de mobiliser les personnes dont on a besoin pour migrer les applications dans le cloud. Par exemple, un objectif peut être de migrer 50 applications en 10 semaines, par exemple, en commençant avec des équipes qui n'ont pas forcément une connaissance approfondie du cloud. Hein. Donc, il va falloir les traîner, faire des workshops, faire des POC et mettre en fait le target operating model qui permettra d'avoir l'ensemble des personnes autour de la table et expérimenter. Expérimenter. On construit, on mesure, on apprend. Qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on fait bien, comment est-ce qu'on change d'approche pour les autres applications restantes. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, une fois qu'on a donc fait du test and learn, on a skillé nos people, on le met ensemble. On a aussi la conviction de notre leadership avec les drivers clés. Donc, on met en fait un plan de migration un peu plus long terme. Ce qui est idéal, c'est de mettre en fait ces migrations-là sur plusieurs vagues en fait. Pourquoi on les met sur plusieurs vagues? L'objectif, c'est juste de délivrer une valeur, un succès incrémental. Donc, si on veut tout migrer en une fois, on va attendre plutôt hyper longtemps avant d'avoir du succès. Plus on réalise du succès, plus c'est bien pour les équipes parce que ça leur donne la confiance nécessaire dont elles ont besoin, en fait, pour aborder d'autres types de migration. Et ce qu'on conseille aussi ici, c'est de commencer avec les applications qui ont un risque plutôt limité. Disons. On va pas prendre une application business qui a besoin de tourner 24/7 par exemple pour le mettre dans du test and learn. Et donc c'est les applications qui ont un risque plutôt faible ou ce qu'on appelle aussi du low hanging fruit, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire trop d'efforts pour aller faire ces migrations-là. C'est vraiment littéral low hanging fruit. Donc on a des fluides qui sont accrochés aux arbres, qui sont qu'on peut aller prendre en faisant le moins d'efforts possible. En fait. Donc ça permet de délivrer du succès, de créer en fait de la confiance pour nos équipes et d'aborder des migrations sous forme de wave qui peuvent durer 2, 3 ans, peu importe. Mais ce qui est important, c'est délivrer un succès incrémental ici. Un autre élément, c'est qu'il faut anticiper les blockers. Il y en aura tout le temps. Donc la migration, en fait, suppose qu'il y a une fondation, un environnement qui existe et qui est capable de supporter les applications qui arrivent. Donc, ce qu'on doit anticiper ici typiquement, c'est les landing zones. La création de landing zones en s'appuyant sur des services comme AWS Organization, comment on gère nos shared services, par exemple la partie réseau, qui est hyper importante, hein, la partie sécurité et comment on les met comme des services partagés que tous les autres accounts ou toutes les autres line of businesses pourront en profiter et ne pas redévelopper encore une fois. Donc la landing zone, elle est hyper importante. Idéalement, elle doit être anticipée, comme je l'ai montré tout à l'heure, directement dans la phase mobilize de votre migration. Et bien évidemment, on a des partenaires au sein d'AWS et aussi ProServe qui peuvent aider les clients à mettre en place, à faire cet assessment de ce qui existe, à créer des targets avant de faire la migration. En parlant de partenaires, justement, il faut aussi anticiper et penser à la stratégie partenaire. C'est-à-dire si on veut migrer typiquement 2000 ou 3000 applications, comme je le disais, on a besoin de scale ces migrations-là. Et donc, on a des partenaires AWS qui peuvent aussi aider les clients à exécuter cette migration à l'échelle. Donc ça, c'est très important. Et pourquoi il faut y penser? Parce que les clients ont, comme je disais, les business drivers, les clients identifient les migration paths, les outils de migration, les outils d'observabilité et les process d'observabilité. Il faut que ces partenaires soient alignés avec ces idées du client, avec ces envies du client. Et donc c'est pour ça qu'il faut penser à cette stratégie-là de telle sorte que, une fois que le partenaire rejoint la migration, elles peuvent très aisément entrer dans ce processus-là et commencer à exécuter. Le dernier élément, c'est la partie business case. C'est quelque chose qui prend du temps. Surtout quand on a moins de données, lorsqu'on a très peu de données, on ne peut pas créer en fait des business cases très accurés. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'en plus des données qu'on a directement out of the box, par exemple les CPU et les mémoires que j'avais partagées, on peut prendre aussi des valeurs, des mesures qu'on voit dans l'industrie. Par exemple, dans l'industrie financial service, hein, généralement, on voit que les serveurs sont utilisés, je n'importe quoi, 40% par exemple. Donc, on peut utiliser ce type d'informations-là et les mettre comme input pour calculer notre business case. Et ces business cases-là, pourquoi c'est aussi hyper important, c'est qu'en fonction des services et du chemin de migration,
le coût associé peut être différent. Donc, EC2, par exemple, les serveurs virtuels ne sont pas pricés de la même façon que un RDS, par exemple, ou qu'un serverless service qui est plutôt du pay-as-you-use. Donc, ce business case, il est important et encore une fois, il se raccroche à la migration, en fait, au chemin de migration. Donc, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Mohamedou, est-ce qu'il y a des questions dans le chat que je pourrais prendre avec plaisir? Merci beaucoup, Mohamed, pour cette présentation. Du coup, je vais voir dans le chat s'il y a des questions. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions à poser au speaker. Donc, sur l'onglet Q&A. Pour le moment, il y a pas encore de questions. Donc, peut-être que Super. ça a été très clair. J'espère bien. J'ai dû un peu accélérer à cause du problème technique qu'on a eu, mais les messages, globalement, étaient là. Ok, pas de souci. Du coup, voilà, n'hésitez pas à, à poser des questions sur le chat. Et également, j'ai partagé un petit formulaire au niveau au niveau du chat aussi. Voilà, pour recueillir euh, vos avis par rapport à cette question. Donc voilà, c'est juste quelques questions. N'hésitez pas à les remplir. Donc, on peut attendre juste quelques minutes pour voir s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, donc, on pourra terminer la session. Donc voilà, la journée du cloud. Il y a plein d'autres sessions qui se feront jusqu'en fin de journée. Donc vous pouvez voir ces sessions-là et puis vous inscrire et donc y participer activement. Donc, je ne sais pas si vous avez tous si vous avez tous eu le lien. Le lien ne passe pas. Ok, bonne remarque. Attendez, je vérifie. Euh, attendez, je vous reprends le lien. Je vais réessayer pour voir si ça passe. Ah, il y a des questions. Il y a une première question. Donc, il y a M. Salufat qui demande, est-ce qu'il y a une différence entre Refactor et Reactect en termes de stratégie de migration? Non, c'est le refactoring, ça inclut aussi la partie re-architecture, tout à fait. Le refactoring est beaucoup plus global en fait, parce qu'on parle de re-architecture à la fois la partie applicative, mais aussi la partie infrastructure, la partie développement d'application, la partie déploiement end-to-end automatisé. Donc c'est beaucoup plus large en fait que uniquement la partie architecture en fait. Ouais, donc ça inclut, mais pas que sur cette partie. J'espère que c'est clair, salut Fab. Euh, Donc vous avez aussi donc moi je suis disponible sur LinkedIn, sur Twitter, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour le coup donc vous pouvez directement me les poser sur LinkedIn ou whatever, il y a pas de souci, je serai heureux de jump dans une conversation avec vous et de répondre à ces questions. ouais, ouais. Hmm. Il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on peut finir la question. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Merci à vous.